Alors, bonjour. Et aujourd'hui, on va un peu bouleverser la structure de notre séance parce que j'aimerais finir la phonétique et donc je commence par la phonétique. Pas finir la phonétique, pas tout à fait, mais finir la partie strictement médiévale, disons. À partir de la prochaine séance, la phonétique aura un poids beaucoup moins important. Et donc aujourd'hui c'est la dernière séance dans laquelle on fait une partie importante de l'évolution phonétique du français médiéval. Après, je vous dirai la suite des parties, disons. Je commencerai donc, on a fini je crois le vocalisme la dernière fois, et donc il nous reste à voir le consonantisme, c'est-à-dire l'évolution des consonnes. Là aussi, pour l'évolution des consonnes, il faut tenir compte de la position de la consonne à l'intérieur du mot. Donc on commence à voir l'évolution des consonnes en position initiale. C'est la même loi que pour les voyelles, donc la syllabe initiale est la syllabe la plus résistante. Donc c'est aussi la syllabe dans laquelle il y a moins d'évolution pour ce qui est des consonnes. En fait, on peut partir par une loi générale, c'est-à-dire qu'en général, les consonnes initiales ne sont pas modifiées. Donc elles restent telles qu'elles étaient en latin. Mais, comme d'habitude, il y a quelques exceptions, notamment des exceptions qui concernent le phénomène le plus important, comme nous avons vu pour la phonétique du français, c'est-à-dire la palatalisation. En fait, pour les consonnes C et G, qui se trouvent devant une consonne palatale, c'est-à-dire E et I, on assiste à un phénomène de palatalisation. Et donc, il y a un début de palatalisation déjà très précoce au IIIe siècle. Ensuite, ces consonnes deviennent des affriquées. Et puis, à la fin de l'évolution, plein Moyen-Âge, XIIIe siècle, elles spirantisent jusqu'à arriver à la prononciation actuelle. Donc, pour vous dire, par exemple, dans la partie du Haut Moyen-Âge, le mot que vous avez là se prononce encore cerf, donc avec une fricative, mais à partir du XIIIe siècle, ce mot assume la prononciation qu'il a en français moderne, donc cerf, avec une spirantisation généralisée. Même chose pour le G. C et G, toujours devant une voyelle centrale, c'est-à-dire un A, palatalise aussi, mais plus tard, parce que le A n'a pas l'effet de palatalisation qui ont les voyelles vraiment palatales telles que E et I. Donc il y a une palatalisation au 5e siècle, et puis il y a le même parcours qui correspond aux consonnes en position, enfin devant une voyelle palatale. Donc on aura tout d'abord dans la partie centrale du Moyen-Âge, on devra prononcer chant et jambe, mais ensuite, à partir du XIIIe siècle aussi, on arrive à la prononciation actuelle. Et finalement, les autres exceptions que je vous dis, ce sont des exceptions beaucoup moins importantes. La chose la plus importante, c'est justement cette évolution qui concerne les voyelles C et G devant, les consonnes, C et G devant voyelles palatales. D'autres exceptions, les labiovélaires latines QU et GU perdent l'élément labial, et d'où la prononciation actuelle qui est guide, dans lequel le U est seulement utile à indiquer la prononciation dure du Q et du G. Le V peut devenir GU, G, sous l'influence d'un W germanique. En fait, il y avait pas mal de mots qui commençaient par W dans les langues germaniques, qui sont pris en compte par le français, et on assiste à cette évolution. Par exemple, le mot latin vespa devient guêpe, donc avec un G dur.
Même chose pour des mots d'origine germanique tels que vadum et vastare, qui étaient des mots d'origine germanique mais très anciennes, donc qui avaient déjà donné une forme latine correspondante, donc vadum et vastare. Ce V initial est transformé en G dur en français. L'autre chose qui est importante peut-être à souligner est le résultat du H germanique. Alors le H germanique n'était pas comme le H latin, était une consonne, une vraie consonne, donc qui avait un son aspiré très fort. Cette aspiration reste en français au premier temps. Ensuite, elle se perd du point de vue phonétique. Aujourd'hui, si vous prononcez un mot qui commence par H, même un H germanique, on ne prononce plus le H de manière aspirée. Mais cette perte de l'aspiration intervient très tard, jusqu'au XVIIe siècle, d'où le fait que c'est une époque dans laquelle déjà on a établi la phonétique du français. À ce niveau-là, donc, le H perd son aspiration, mais il reste une distinction entre le H latin et le H germanique, et le H germanique empêche la liaison, c'est-à-dire qu'il garde cette, statut de consonne, même si on ne l'entend plus. Mais le poids de ce H est suffisant pour empêcher la liaison. Oui? Je n'ai pas compris les labiovélaires avec le W. Alors, le labiovélaire, ce sont des lettres. Pourquoi labiovélaire? Parce que, justement, on a le G initial qui est une vélaire, une consonne vélaire, mais le U est une voyelle labiale. Donc, l'élément labial est le U. Dans la prononciation, cet élément labial se perd. Il est éliminé, finalement. Ça va, d'autres questions? Alors, pour finir avec cette fiche, il faut dire aussi que les consonnes internes, donc on anticipe, pour ainsi dire, le traitement des consonnes internes aux mots. Il y a certaines consonnes internes qui sont particulièrement fortes et qui ont effectivement la même évolution que les consonnes initiales. Ce sont les consonnes internes en position forte. Je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une position forte? C'est une position qui ne se trouve pas entre deux voyelles. Donc les consonnes entre deux voyelles sont en position faible. Par contre, les consonnes qui constituent des groupes de consonnes, et donc qui ne se trouvent pas entre deux voyelles, sont en position forte. D'où le fait que le G et le C de ces deux mots, par exemple, qui sont précédés par un R, sont traités comme s'ils étaient des consonnes initiales. Donc, les consonnes en position forte interne ont le même traitement des consonnes initiales. C'est tout pour les consonnes initiales. Je vous rappelle juste que la loi générale donc est la conservation. Donc je vous ai montré les exceptions, mais il faut tenir compte du fait qu'en général, les consonnes initiales ne se modifient pas. Donc on a anticipé le traitement des consonnes internes, on va maintenant voir le traitement des consonnes internes. D'abord les consonnes regroupées, c'est-à-dire les doubles consonnes. Les mots latins avaient déjà parfois une suite de deux consonnes identiques. Ces doubles consonnes se simplifient. C'est-à-dire que le français, on le constate encore aujourd'hui. Je vous avais donné, je crois dans une des premières séances, l'exemple de la différence entre pâte et pâte. Il y a deux T dans pâte, mais dans la prononciation, ce ne sont pas les deux T qui font la différence entre les deux mots. Parce que les deux T, même s'ils sont conservés du point de vue graphique, sont simplifiés du point de vue phonétique. La seule différence entre les deux mots pâte et pâte est l'allongement du A. Donc, cela pour vous dire que les doubles consonnes sont simplifiées dans la prononciation, et cela même si, dans certains cas, la double consonne reste dans la graphie.
avec l'exception de double R et double S. L'évolution la plus importante, probablement pour les consonnes, est l'évolution qui concerne les consonnes simples intervocaliques, c'est-à-dire les consonnes qui se trouvent en position faible. Et là, comme vous savez, nous avons toute une série d'évolutions différentes que je vous laisserai regarder à la maison. Je vous anticipe, mais on en a déjà parlé inévitablement, on a déjà parlé de l'évolution générale, de la tendance générale de l'évolution de consonnes intervocaliques. C'est une tendance à l'affaiblissement progressif. Et pour le français, par rapport aux autres langues romanes, cet affaiblissement peut arriver au 3e, voire au 4e degré, c'est-à-dire arriver jusqu'à l'élimination complète de la consonne. Vous voyez par exemple le P devient B. N'oublions pas, je vous l'ai déjà dit mais je vous le rappelle, que la loi générale c'est que l'évolution se fait en gardant la nature de la consonne. Donc le P étant une consonne occlusive bilabiale sourde, sa première transformation gardera le caractère occlusif bilabial. Mais la première évolution, c'est une sonorisation. Donc le P devient B, qui est justement une occlusive bilabiale, mais sonore. Ensuite, deuxième étape de l'évolution, c'est le V, qui reste une consonne labiale, mais qui n'est plus occlusive. Donc vous voyez qu'on garde certains éléments naturels de la consonne, mais on va vers une simplification, vers un affaiblissement de la prononciation. Je ne fais pas le commentaire de toutes les consonnes, je me limite à vous montrer que justement le T est un cas d'évolution qui arrive jusqu'au 4e degré. Il y a en fait d'abord une sonorisation T, D, là aussi T occlusif dental sourde, D occlusif dental sonore. Et ensuite il y a un début de spirantisation qui est représenté par le DH, qui n'existe pas en français moderne, mais qui existait en français médiéval, jusqu'à arriver à la disparition de la consonne. Donc, on arrive au 3e degré, qui est, au 4e degré si on tient compte du point de départ, qui est la disparition, l'élimination de la consonne. Ensuite, je vous laisse regarder les évolutions et éventuellement poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous rappelle seulement, vous le voyez dans les 2 dernières lignes, dans les 3 dernières lignes, comme d'habitude, il y a une palatalisation très forte. Et la palatalisation, encore une fois, dépend aussi de la voyelle qui est impliquée. Donc il y aura une palatalisation différente si la voyelle qui suit est palatale, E et I, si la voyelle qui suit est intermédiaire, le A, ou si la voyelle qui suit est vélaire, comme O et U. Et là, vous avez tous les exemples du cas. Dernière chose importante pour les consonnes internes, c'est le fait qu'une consonne suivie par un R se comporte exactement comme si elle était intervocalique. Le R étant une consonne faible, une consonne liquide particulière, qui n'empêche pas cette évolution. Tandis que l'autre consonne liquide, le L, a plus ou moins le même traitement, avec l'exception que PL, par exemple, donne BL. Donc on s'arrête là, on ne continue pas l'évolution. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Évidemment, je vous laisse le temps après, si vous avez des questions aussi la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui m'a posé des questions par écrit, vous pouvez le faire. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas au moment de la révision, n'hésitez pas à me contacter pour demander des éclaircissements. Ça va? Oui. Alors on continue avec la partie qui serait la plus difficile, mais que j'ai décidé de simplifier. C'est-à-dire le traitement des groupes de consonnes internes.
Là, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir un des manuels que je vous ai conseillé dans la bibliographie et vous verrez les multiples évolutions que les groupes de consonnes internes peuvent avoir. Moi, je ne vous montrerai pas toute cette évolution, ce serait vraiment trop. Je me limite à vous donner quelques exemples particuliers les plus intéressants pour nous. Mais sachez que les groupes de consonnes subissent des évolutions vraiment importantes et très différentes, très variées. Donc, la simplification que je vous donne ne correspond pas tout à fait à la réalité de l'évolution du français. Alors, nous voyons que, par exemple, quasiment toutes les consonnes suivies par une occlusive s'annuient, c'est-à-dire on garde l'occlusive, mais on élimine la première consonne. Et là, vous avez l'exemple. Alors, là, je vous ai mis des exemples dans lesquels le résultat du français médiéval coïncide plus ou moins avec le résultat du français moderne. Mais, et on le verra bien la semaine prochaine, il faut tenir compte du fait qu'à un moment donné, à la fin du Moyen-Âge, on opère une relativisation graphique du français. Donc, même si au niveau de la phonétique, la prononciation de ces groupes reste simplifiée, beaucoup de fois, on réintroduit la consonne éliminée au niveau de la graphie. Mais comme ça, c'est un peu abstrait. On reviendra sur ça la semaine prochaine. Je vous montrerai pas mal d'exemples, peut-être déjà aujourd'hui si on a le temps. C'est juste pour vous prévenir que c'est quelque chose qui complique davantage l'orthographe du français et qui crée cette différence énorme qui existe entre la prononciation et la graphie du français actuel. C'est le fait qu'on a opéré une relativisation graphique qui ne correspond pas souvent à la prononciation. Les consonnes labiales s'annuient devant S, par contre, tandis que dental plus S devient Z, toujours au français médiéval. Hein. Là, voilà, là vous avez l'exemple. Là vous avez l'exemple. Corpus devient corps, corse en français médiéval. Mais aujourd'hui, vous avez corps avec un P. Ce P, qui n'entre pas dans la prononciation, est un souvenir de la graphie latine qui a été introduite à la fin du Moyen-Âge, justement. Donc il faut toujours se rappeler que même si on ne prononce pas ce P, il faut l'écrire. C'est la difficulté du français. Les consonnes nasales consécutives, MN ou NM, s'assimilent en M. Donc il y a une simplification en M. Et là, vous avez les exemples. Finalement, mais ça c'est quelque chose qui est évidemment bien connu, le S qu'on appelle compliqué, c'est-à-dire le S suivi par une consonne, s'annuie toujours, ou presque. Mais il a un effet sur la voyelle qui précède. C'est-à-dire que cet amusement du S préconsonantique se traduit en un allongement de la voyelle précédente. Donc il disparaît, mais il allonge la voyelle. C'est ce qu'on certifie aujourd'hui avec l'accent circonflexe dans la plupart des cas. Cet accent circonflexe, dans la plupart des cas, indique qu'il y avait là un S qui a été éliminé, et donc la voyelle a été allongée. Là aussi, je vous rappelle que pendant une assez longue période du Moyen-Âge, le S au niveau graphique restait écrit, mais il n'était déjà plus prononcé. C'est l'exemple que je vous ai fait avec le traitement de certains mots en anglais. Hein. Castle, donc le S est prononcé, mais dans Island,
il n'est pas prononcé. Cela signifie que déjà au Moyen-Âge, ce S avait tendance à ne pas être prononcé, même si on le gardait au niveau graphique. Et c'est tout aussi pour cette fiche, si vous n'avez pas de questions. Non, ça va. Alors, toujours pour les groupes de consonnes internes, d'autres cas spécifiques d'évolution. La vélarisation, l'évolution vélaire de L plus consonne. Je crois qu'on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé du fait que la différence entre certains singuliers et pluriels du français moderne, cheval, chevaux notamment, est due à ce type de vélarisation. C'est-à-dire que le L suivi par une consonne a tendance à devenir U. Remarquez une chose, je n'ai pas mis la date, mais enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je vais voir, peut-être on ne la sait pas, mais je vais chercher si je peux trouver une date pour ce type d'évolution, mais en tout cas c'est une évolution tardive. Comment on le sait? On le sait par le fait que cette vélarisation, lorsque on obtient, comme dans le cas de aube, une diphtongue AU, dans la prononciation, cette diphtongue devient comme toutes les autres diphtongues AU, c'est-à-dire devient O, mais pas dans la graphie. Si vous vous souvenez, on avait fait l'exemple de chose, qui dérive toujours d'un AU latin, causa. Alors, si le AU était déjà en latin, l'évolution a été très rapide. Mais si le AU, comme c'est le cas de alba, n'était pas en latin, mais est la conséquence d'une vélarisation tardive, à ce moment-là, au niveau graphique, on garde AU. Par contre, après I et U, le L plus consonne disparaît. Et là, vous avez deux exemples. Alors, à cause de l'évolution particulièrement poussée du français et de la chute de certaines voyelles atones, se crée parfois, dans la suite de l'évolution, un contact entre deux consonnes qui ne sont pas de la même nature et qui sont donc difficiles à prononcer, le groupe. Là, vous avez une série d'exemples. L'apostrophe indique que, dans ce cas, en latin, il y avait une voyelle atone qui a été éliminée, qui a chuté. Et alors, il se crée donc cette situation dans laquelle il y a de nouveaux groupes de consonnes, mais qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas faciles à prononcer. Du coup, on a tendance à introduire une troisième consonne qui facilite le passage de l'une à l'autre des deux consonnes préexistantes. Qu'est-ce que ça veut dire que ça facilite ce passage? Que la consonne qu'on va introduire gardera un caractère commun avec l'une et avec l'autre consonne. Et cela facilite la prononciation. Similare, vous voyez, il y a 5 ans du I. Semble est plutôt compliqué à prononcer. Il est plus facile si on ajoute une consonne, une B, qui est justement une occlusive, qui facilite le passage vers le L. Si vous dites bleu, c'est beaucoup plus facile que mle, n'est-ce pas? Donc, on a tendance à introduire cette consonne qui peut être un B, mais peut être aussi un D ou un T, selon la nature des autres consonnes. Et je crois que c'est tout avec les consonnes internes, si je ne me trompe. Oui, on passe aux consonnes finales. Alors là, il faut faire une distinction très importante pour les consonnes finales. Je vous ai déjà en partie anticipé, mais qu'aujourd'hui on traitera de manière plus approfondie. Donc, il faut distinguer entre consonnes finales latines et consonnes finales romanes. Les consonnes finales latines sont les consonnes qui se trouvaient à la fin du mot latin. Et donc, notamment, des consonnes qui créaient aussi la différence des cas, la différence des compléments. Toutes ces consonnes latines vont disparaître.
Donc la consonne finale latine disparaît avec, pendant un certain temps, une conservation au niveau graphique, mais qui ne correspondait déjà plus à une prononciation. Il y a, bien entendu, comme d'habitude, une exception qui est connue. C'est pas le M, l'exception viendra après. Le M, c'est pour vous montrer un exemple d'une consonne qui était déjà très faible en latin classique, et qui donc c'est pratiquement la première à disparaître. Sauf dans le monosyllabe, dans lequel, alors, puisque c'est un monosyllabe, si on élimine dans un monosyllabe la consonne finale et la voyelle finale, ça ne reste rien. Donc, évidemment, les monosyllabes ont tendance à être un peu plus résistants. Mais l'exception, c'est le S. Pourquoi le S? Parce que le S est une consonne particulièrement importante pour différencier les cas. Le S était en particulier la consonne qui permettait la distinction entre le cas sujet et le cas régime, c'est-à-dire tous les autres compléments. Pour cette raison, S, qui a tendance à être éliminé, comme toutes les autres consonnes, est par la suite réintroduite en créant cette situation morphologique qu'on appelle en ancien français la déclinaison bicasuelle, c'est-à-dire de tous les cas qui existaient en latin, il en reste deux, qu'on appelle cas sujet et cas régime. Nous, on ne fera pas de morphologie, mais ça, c'est un élément qu'il faut souligner parce que c'est extrêmement important. Donc, en ancien français, on a, dans certains cas, la possibilité de distinguer un sujet d'un complément rien qu'en regardant s'il y a ou pas le S à la fin. Et pour cette raison, le S est réintroduit. Et il est même prononcé jusqu'au XIIIe siècle. T disparaît au niveau graphique à partir du XIIe siècle, sauf s'il est précédé d'une autre consonne. Dans ce cas, on le conserve, mais seulement au niveau graphique, pas dans la prononciation. Alors maintenant que nous avons un cadre plus complète, la semaine prochaine peut-être je commencerai déjà à vous mettre quelques exemples d'évolution complète d'un mot, parce que nous avons tous les éléments, mais je vous rappelle donc que l'évolution est particulièrement lente pour ce qui concerne la partie initiale d'un mot, particulièrement rapide et poussée pour ce qui concerne la partie finale d'un mot. Et notamment, la consonne et la voyelle finale latine disparaissent assez rapidement. C'est ça qui est important à retenir. C'est-à-dire que si vous prenez un mot latin, vous savez déjà que vous devez éliminer la dernière consonne et la dernière voyelle, sauf si la voyelle est un A. Donc, une fois que vous avez pris un mot latin et vous avez éliminé la consonne finale et la voyelle finale, normalement, ce qui reste à la fin, c'est toujours une consonne. Et c'est ce qu'on appelle consonne finale romane, puisque l'évolution, la première phase de l'évolution, élimination de la dernière consonne et de la dernière voyelle, est très précoce. Donc, ces consonnes finales romanes, évidemment, ne seront pas traitées comme les consonnes finales latines, parce que si elles étaient tellement faibles, on devrait les éliminer et continuer jusqu'à éliminer tout le mot, pratiquement. Non, alors cette faiblesse ne concerne que la consonne finale latine. Une fois qu'on se trouve avec une nouvelle consonne à la fin du mot, cette consonne, évidemment, est plus résistante. Mais avec une différence. Puisque la consonne vient se trouver à la fin d'un mot, donc on doit arrêter la prononciation à cette consonne, il est impossible d'avoir des consonnes sonores, parce que la consonne sonore implique l'existence d'une voyelle suivante. Du coup, si, après l'élimination de la consonne latine et de la voyelle latine, la consonne qui reste est sonore, elle va s'assourdir. Et là, vous avez des exemples. V est une consonne sonore.
Si elle se trouve à la fin, on élimine la consonne finale latine et la voyelle finale latine, le V reste à la fin du mot, mais il doit s'assourdir. Et la lettre, la consonne sourde correspondante au V est le F. Ainsi que pour le B, etc. Par contre, pour le P, vous voyez aussi qu'on a d'abord l'évolution P, B, V qu'on a vu tout à l'heure, et donc c'est toujours un V qui reste à la fin, d'où le F. Pourquoi, à votre avis, par contre, dans le chant, on conserve le P? Je pose une question juste pour voir si vous avez déjà assimilé ce qu'on vient de dire, même si je sais que il y a tellement de choses que c'est pas facile de retenir tous les passages si on n'a pas l'habitude. Mais il y a une raison pour laquelle finalement le P est déjà un oui. Je pense qu'on va enlever la dernière consonne. Après, on enlève. Il y a le MPU qui est donc placement parce qu'il est entre une consonne et une voyelle. C'est ça, exactement. Le P est en position forte. Le P est en position forte et donc reste P. Voilà. C'est pour ça que je vous ai mis un exemple pour vous montrer. Mais c'est en tout cas sourde. Si elle était sonore, elle aurait assourdi aussi. Donc, alors, les consonnes dentales et vélaires disparaissent si elles ne sont pas précédées d'une autre consonne, c'est-à-dire si elles ne se trouvent pas en position forte, justement. Pourquoi? À cause de l'évolution qu'on vient de voir. C'est-à-dire les consonnes intervocaliques en latin ont tendance à évoluer jusqu'à la disparition, à moins qu'elles ne soient en position forte. Et alors, vous le retrouvez. Mais comme vous voyez, le D, qui est sonore, se trouvant en position finale, doit s'assourdir. Et c'est le même pour le G ici. Le G est en position forte, mais il est sonore. Et donc, il doit s'assourdir. Il y a d'autres types d'effacement qui affectent les autres consonnes dans la partie finale du Moyen Âge. En particulier, on le verra quand on parlera justement de la fin du Moyen Âge, du moyen français. Les monosyllabes, comme d'habitude, évidemment, les consonnes sont toujours plus résistantes, et donc le M dans un monosyllabe est conservé, mais il devient N. Là, par contre, je vous donne des exemples de l'évolution des groupes qui se forment après la chute de la dernière voyelle latine. Comme vous voyez, Natos, on doit éliminer la dernière consonne, la dernière voyelle, mais la dernière consonne est un S. Donc, il est réintroduit. Et il se trouve en contact avec un T dental, d'où le résultat Z. Même chose pour Nudos, nu. Voilà, alors c'est tout. On a fini la partie phonétique la plus complexe, disons. Donc je m'arrête et je vous laisse poser des questions. Je vous préviens d'une chose, alors encore aujourd'hui on m'a demandé si je pouvais mettre à disposition la vidéo, l'enregistrement de la leçon. Je vais le faire aujourd'hui encore pour la dernière fois, puisqu'on a terminé. Alors c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. Et donc, je l'ai fait surtout parce que c'était les séances dans lesquelles on traitait la partie phonétique et je comprends que sans les explications, ça devient c'est plus difficile de comprendre les passages d'évolution phonétique. Mais comme on a fini la partie compliquée de phonétique,
il n'y aura plus d'enregistrement à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous êtes absent, essayez de récupérer à travers les notes de quelqu'un, à travers les PowerPoint que je vais de toute façon continuer à mettre à disposition. Posez-moi des questions si vous en avez, mais il n'y aura plus d'enregistrement disponible. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Donc. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Vous avez dit qu'on a le droit au PowerPoint pendant l'examen, c'est ça? Or, le phonétique, oui. Je vous fournirai, alors déjà, peut-être déjà aujourd'hui ou la semaine prochaine, je vous fournirai une version PDF des PowerPoint. Comme ça, c'est plus facile aussi de l'imprimer, éventuellement. Et ça, vous pouvez l'avoir, oui. Voilà, alors la deuxième partie est la partie lexicale. On a vu la dernière fois dans la partie d'histoire externe un cas spécial d'abstrat qui est l'abstrat occitan. Aujourd'hui, on essaye de voir d'autres abstrats qui sont importants pour l'évolution de la langue française, à partir de l'abstrat arabe. Alors, il y a deux voies de pénétration de l'abstrat arabe en français. La première voie, c'est le contact avec l'Espagne, qui, vous savez, elle a été pas mal de temps occupée par des populations arabes. La deuxième voie est la voie de la navigation du commerce et des croisades, à laquelle il y a évidemment des contacts aussi avec des populations arabes. Il y a pas mal de mots qui sont d'origine arabe, notamment dans certains domaines, comme c'est la mathématique par exemple, dans laquelle la culture arabe était très avancée, mais aussi justement d'autres mots qui correspondent à des produits qui ont été importés à partir des pays de langue arabe. Là, je ne fais pas le commentaire de tous les mots. Je tiens seulement à vous montrer une particularité. Alors, comme je vous ai dit, il y a certains mots qui pénètrent à travers le commerce, parfois par l'intermédiaire de l'italien. C'est le cas de zéro, par exemple. Et là, c'est un cas intéressant, par exemple, parce que chiffre et zéro ont la même étymologie. Seulement, le premier mot, chiffre, dérive d'une pénétration d'un mot arabe directement en latin. Le deuxième, zéro, par contre, c'est une assimilation tardive qui passe à travers l'italien. Donc on a deux mots différents qui dérivent de la même étymologie arabe. Mais il y a aussi, vous voyez, trois mots. Là, je vous ai donné trois exemples de mots dérivés de l'espagnol, importés à travers l'espagnol: hasard, artichaut, algèbre. Est-ce que vous remarquez un trait commun à ces trois exemples? C'est juste pour vous montrer qu'il y a parfois des observations sympathiques qu'on peut faire. Oui. C'est que le déterminant est resté dans le mot final. Exact. Alors, vous savez que l'arabe, je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne savez pas, je vous le dis, l'arabe a un déterminant qu'on appelle article agglutiné, parce que justement, il est collé d'habitude au substantif qui l'accompagne, qui le détermine. Alors, pour une raison qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est probablement due à l'influence plus longue et plus stable de l'arabe dans la péninsule ibérique, les mots importés de l'arabe à travers l'espagnol ont conservé le déterminant agglutiné. Et donc, elles commencent par A, toujours, notamment. Tandis que les mots qui sont passés par d'autres voies ont perdu ce déterminant. L'autre observation intéressante, c'est le mot échec, qui a une histoire particulière. On ne sait même pas s'il dérive précisément de l'arabe ou du persan, mais en tout cas, la racine est bien persane, parce que c'est Shah, qui signifiait justement le roi. Et il est intéressant de constater que l'expression échec et mat est une expression, comment dire,
qui a été reconstruit dans une phrase, mais qui correspond en réalité à une autre signification en arabe. Parce que shamat, c'est l'expression arabe pour dire le roi est mort, et on le comprend très bien donc comme expression dans les échecs. Alors que échec et mat, ça ne veut rien dire en principe, mais maintenant, enfin, si on connaît l'histoire de la dérivation de cette expression, on comprend que c'est l'expression parfaite à utiliser dans cette situation. Alors, un deuxième cas d'abstrait important est justement l'italien. Et là, on va aussi donner quelques exemples. Il faut tenir compte que l'influence de l'italien est assez tardive, mais les raisons, je vous les ai déjà dites. Le français étant une langue très précoce, c'est le français même qui exerce une influence importante sur les autres langues pendant une certaine période. Donc, avant le XIIIe siècle, on connaissait seulement 6 mots d'origine italienne, c'est très peu. Ce sont les mots que vous avez sous les yeux. Mais, à partir de l'époque dans laquelle il y a une facilitation dans les commerces et toujours l'époque des croisades, surtout les dernières croisades dans lesquelles les républiques maritimes italiennes se sont engagées pour des raisons commerciales, Venise, Gênes, etc., on a eu beaucoup plus de mots italiens qui sont pénétrés dans la langue française, et donc, par exemple, les mots que vous avez là sous les yeux, d'as, escale, galère, etc. En même temps, il y a aussi pas mal d'expressions du lexique militaire qui entrent en français à partir de l'italien. Les mots que vous voyez, bastion, citadelle, escalade, etc., ce sont des mots qui dérivent de l'italien, parfois, encore une fois, à travers l'intermédiaire de l'occitan. Mais la grande époque de l'influence italienne, il y a encore d'autres éléments du commerce qui, à partir du XIVe siècle, dérivent de l'italien, parce que les banques italiennes sont parmi les premières banques d'Europe. Et donc, les banquiers qui voyagent pour des raisons de commerce, évidemment, exportent ce langage commercial dans les autres langues. Mais, comme je vous disais, il y a une époque particulièrement importante pour l'influence de l'italien, et c'est le XVIe siècle, l'époque de Catherine de Médicis, qui est la femme justement du roi Henri II, qui, créait une sorte de cour très italianisée. Et donc, c'est à ce moment-là que toute une série de mots italiens, d'origine italienne, entrent d'abord dans l'usage de la cour et ensuite dans le français en général. Troisième abstrait important est évidemment l'anglais. Pas très important au Moyen-Âge, mais évidemment à l'époque moderne de plus en plus, bien entendu. La chose intéressante à remarquer est le fait que très souvent, les mots d'origine anglaise qui sont acceptés, accueillis en français, sont des chevaux de retour, c'est-à-dire des mots qui étaient déjà français à l'origine, qui ont eu un parcours indépendant en Angleterre, dans la langue anglaise, et qui sont revenus en français, souvent avec une signification différente. C'est le cas, par exemple, de sport, qui était l'ancien français déport. Donc jeu, divertissement, etc. Ce mot, après son évolution phonétique et sémantique en anglais, est revenu en français. Même chose pour tennis, qui est probablement le résultat du mot qu'on utilisait lorsqu'on servait dans le jeu de paume médiéval. On disait tenez, on allait servir, et puis ce mot, avec une évolution phonétique, est devenu tennis, et il est rentré en français. Budget, tunnel, etc., ce sont tous des mots qui étaient à l'origine déjà des mots français, avec un sens plus spécifique d'habitude. L'évolution en Angleterre a amené une certaine, évolution sémantique également,
Et de là, ils sont rentrés en français. Il faut dire qu'il y a aussi certains mots d'origine anglaise authentique, c'est-à-dire des mots qui n'étaient pas des mots d'origine latine ou française, qui sont entrés dans le vocabulaire français à une époque précoce, relativement précoce, parce que je répète, l'influence de l'abstrait anglais est une influence moderne. Mais il y a certains mots qu'on reconnaît, par exemple redingote, qui est un mot parfaitement anglais qui dérive justement de l'expression riding coat, qui était un vêtement pour aller à cheval. On discute un peu sur cette évolution, mais en général, ça sûrement il dérive de l'anglais. Finalement, il y a parmi les mots qui sont entrés assez rapidement en français à partir de l'anglais, on assiste dans certains cas à une francisation phonétique, donc à une modification phonétique pour assimiler ces mots à la phonétique française. C'est le cas de bébé, par exemple, qui en réalité dérive de l'anglais, mais avec une adaptation à une phonétique plus correspondante au français. C'est le cas de bol, c'est le cas de firme. Voilà, alors c'est tout aussi pour le lexique. Donc je vous ai montré 3 exemples d'abstrats différents, aussi du point de vue chronologique différent. Parce que l'abstrat arabe est probablement le plus ancien. L'abstrat italien assume son importance avec Catherine de Médicis en particulier et avec sa cour. L'abstrat anglais, c'est quelque chose de plus récent, de plus moderne, qui continue aujourd'hui. Il y a encore une forte influence de l'anglais sur la langue française.